Bonjour à tous, bienvenue au cours de Préposés aux bénéficiaires. Ce formateur a le plaisir de vous introduire ce cours. Moi-même, c'est Esther Guillaume. Je suis préposée aux bénéficiaires. Je ne pratique plus. J'ai fait la formation avec le gouvernement afin de pouvoir aider M. Dessalines, qui est le titulaire du cours, afin que je puisse l'aider, soit dans la correction, dans l'introduction et aussi dans l'accompagnement de certains étudiants qui ont des difficultés avec la plateforme médiathèque ou d'autres besoins spécifiques pour assister ou suivre le cours. Moi-même, je suis aussi secouriste, je suis formatrice en secourisme pour la Croix-Rouge, donc je dispense le cours de secouriste général, de secourisme général. Dans le cadre de ce programme, vous aurez besoin d'une carte valide en secourisme général ou bien en RCRDEA, c'est-à-dire réanimation cardio-respiratoire pour pouvoir pratiquer ce métier ici au Québec. Donc, je suis avec certains de mes étudiants. J'aurai également à partager le contenu de la formation à ceux qui sont en retard, oui, à ceux qui sont en stage ou à ceux qui vont arriver un peu plus tard. Donc, pourquoi choisir un cours euh, de préposé aux bénéficiaires ici au Québec? Ou même si vous êtes à distance, vous êtes en Haïti, vous êtes ailleurs, pourquoi? Si vous avez l'intention de venir vivre au Canada, vous devriez prendre une formation axée sur les personnes âgées ou bien les personnes vulnérables, dont les jeunes et les personnes aînées. Eh bien, sachez que ici au Québec ou même aux États-Unis ou même en France, dans des pays où il y a beaucoup de personnes âgées, un cours de préposé aux bénéficiaires vous permet d'atterrir plus rapidement sur le marché du travail. Donc, le préposé aux bénéficiaires, c'est un pilier essentiel du réseau de la santé et des services sociaux, car chaque jour, les gens qui font ce travail accompagnent, soutiennent, veillent au bien-être des personnes âgées, des personnes malades ou des personnes en perte d'autonomie. Donc, ce métier demande dévouement, rigueur et humanité et vous offre une carrière enrichissante sur le plan humain. Donc, j'ai des personnes qui ont suivi cette formation, qui ont vraiment fait leur expérience et surtout si vous êtes humain, vous aimez les gens. Donc, c'est un honneur pour moi, par exemple, ce matin d'accueillir un de mes amis qui est là aujourd'hui, Monsieur Augustin. Donc, vous avez fait une petite expérience. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours rapidement? Je vais pas départager mon écran. Vous êtes enregistré. Si vous ne le souhaitez pas, je peux toujours arrêter l'enregistrement et vous laisser vous présenter. Votre micro est fermé. Je l'avais fermé, désolé. Bonjour, Monsieur Augustin. Je vous ai pris au dépourvu. Est-ce que vous souhaitez intervenir? Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, je peux. Votre micro est fermé. Je ne sais pas, je vous avais pas averti que vous alliez intervenir. Ça va maintenant. C'est moi voir si je peux. OK. Ok, OK, ça va. ok. Merci. Bon, bonjour, c'est un honneur, c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous, et surtout comme quelqu'un, comme un humaniste, un altruiste, et travailler dans le domaine de la santé, peut-être, je dirais, c'est quelque chose émotionnel, émouvant, intéressant. Et pour moi, durant les expériences que j'ai faites dans ce domaine, je crois que ça demande encore de l'applaudissement juste pour encourager les gens. D'ailleurs, ici au Québec, c'est le seul marché qui attire beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Parce qu'il est extrêmement difficile, après une formation, pour passer un mois sans ne pas avoir trouvé un travail, pour rester dans le chômage. Et c'est la seule formation qui vous aide de rentrer vos frais, vos dépenses, pour ne pas dire dans le premier mois du travail. Ça, c'est intéressant. Et comme vous êtes là, et ce sont des choses, ce ne sont pas des... Bon, et ensuite, aller travailler et dans certains coins, et peut-être dans le froid, et dans la boucherie, tout ça, non, 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 non. Peut-être c'est un travail relaxé.
OK, on travaille, on déplace, on a du temps même pour jouer au téléphone, on fait quelque part d'autre. Mais et peut-être Esther ne va pas dire, Madame Esther ne va pas dire, j'essaie d'utiliser le téléphone sur les planchers, mais on a du temps, peut-être. Et en ce qui a trait à la formation et la pratique, et je dirais, lorsque je prenais la formation, j'étais un peu stressé parce que, OK, mais arriver avec les gens, une fois que vous trouvez une équipe et que vous vous sentez dans votre peau, honnêtement, que vous créez une famille. Et si vous êtes là, je vous encourage de continuer. Ne vous découragez pas. Merci beaucoup. Vous Donc, serez sachez, toujours la bienvenue. voilà, donc merci, monsieur Augustin, merci d'être là, merci d'encourager nos étudiants et de partager avec nous vos expériences. Sachez que quand vous êtes préposé Oui, donc il y a Ténor qui vous dit merci aussi. Donc, sachez, quand vous êtes préposé aux bénéficiaires, vous avez plusieurs choix. Monsieur Patrick, lui, il travaille avec une personne, il accompagne une personne à la maison. C'est pourquoi il a du temps. Moi, j'ai pas eu ce privilège parce que j'ai travaillé à CHSLD. Donc, CHSLD, vous devez vous occuper de d'une dizaine, d'une vingtaine de personnes. C'est vrai que nous sommes deux et on est responsable des personnes qui sont autonomes toute seule, d'autres qui ne le sont pas, on doit être à deux. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser le téléphone. OK? Donc, mais si vous avez la chance d'aller travailler comme travail autonome, parce que lui, il peut travailler comme travail autonome, il travaille avec une agence et puis on l'envoie à voir quelqu'un, c'est là, il reste assis, ouais, il s'appuie sur une chaise et puis là, c'est cool, si la personne a besoin, etc. Mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs domaines. Il y a la possibilité d'aller chez les gens, il y a la possibilité d'aller travailler à l'hôpital. C'est pourquoi ma formation encadre tout le monde. Donc, vous avez le choix. Quand vous allez venir ici, vous allez comprendre mieux. Et si vous êtes déjà ici, donc vous comprenez que ici au Canada, donc il y a les résidences. Vous allez apprendre ça avec M. Dessalines, les résidences personnes âgées. Dans le secteur privé, on a des résidences. Par exemple, ma maison, je pourrais accueillir des personnes âgées. Donc, j'ai besoin des préposés bénéficiaires pour m'aider. Et ensuite, il y a les hôpitaux pour aider les patients, les malades. Vous pouvez travailler comme préposé bénéficiaire à l'hôpital. Et puis, il y a les CHSLD, c'est-à-dire les centres, l'habitat même pour longue durée, c'est-à-dire la personne a laissé sa maison définitivement et va vivre dans un centre euh, d'hébergement pour la fin de sa vie. Donc, vous pouvez aussi faire ce choix. Maintenant, l'objectif de la formation, ce que vous allez apprendre avec nous. Vous allez apprendre à développer vos compétences techniques pour prodiguer des soins d'hygiène, d'assistance et de confort. Avec M. Dessalines, avec les vidéos qu'on va partager avec vous, même si vous êtes à distance, vous allez voir, et on a déjà fait l'expérience, nos étudiants parfois arrivent sur le plancher plus performants que ceux qui ont suivi le cours en présentiel. Pourquoi? Parce que on leur donne des vidéos à regarder, on leur demande de pratiquer, de nous envoyer, et puis on corrige, et puis on leur stresse le fait qu'ils sont à distance, donc ils pensent qu'ils ne font pas de pratique. Eh bien, arrivé ici au Québec, on leur donne un cours de technique de déplacement, c'est-à-dire comment soulever de manière sécuritaire les personnes pour ne pas blesser la personne, pour ne pas vous blesser également, parce que vous pouvez faire une torsion lombaire si vous ne savez pas comment techniquement soulever une personne, eh bien, pas soulever, mais aider la personne à se soulever. Il y a des machines, si la personne est totalement, n'est pas autonome, donc il y a des lève-personnes, il y a toutes sortes d'équipements pour soulever la personne. Si vous êtes à la maison, c'est peut-être une personne qui a toute son autonomie, eh bien, comment l'aider si la personne fait une chute, si la personne a besoin de comment. Donc, vous allez apprendre ça avant même d'intégrer le marché, avant même d'aller en stage. Quand les gens qui sont en visite ici, après notre invitation, arrivent, on leur fait suivre le cours de secourisme de manière pratique pour prendre le certificat de la Croix-Rouge. Après le certificat, on vous envoie suivre le cours de PDSP pour que vous puissiez apprendre les techniques de déplacement sécuritaire des patients. Et ensuite, vous entrez en stage. Donc, aucune inquiétude, même si vous suivez le cours à distance. C'est pas uniquement théorique. Vous faites la pratique chez vous avec des personnes âgées ou des mannequins ou bien vos enfants, vos parents. Et après, donc, vous devez vous envoyer les devoirs et arriver ici, vous devez pratiquer avant d'intégrer le marché. Donc ça, on garantit que nos étudiants sont bien formés avec les contenus officiels du gouvernement, mais également avec les pratiques.
Maintenant, le cours va vous aider à vous préparer à répondre aux exigences éthiques, physiques, émotionnelles du métier. Comment parler aux gens, comment respecter l'intimité des gens, comment respecter l'éthique, c'est-à-dire ne pas divulguer les informations confidentielles. Si la personne vous donne accès à sa carte de crédit, à sa carte de banque, comment respecter aussi, parce que vous risquez la prison, vous risquez aussi d'être banni dans le cadre du métier d'aide aux personnes vulnérables si vous utilisez sa carte de crédit ou ces informations personnelles à votre profit. Donc, le gouvernement met en place des institutions, mais des personnes capables de protéger vraiment les personnes. Donc, c'est nous qui devons vous informer de tout cela, le risque qu'il y ait pour ne pas que vous ayez des problèmes arrivés ici. À qui on donne beaucoup, on exige beaucoup également. Donc, vous êtes responsable de la personne, vous avez accès à ces informations personnelles, c'est une personne vulnérable. Donc, vous devez aussi démontrer un certain sens d'éthique sérieux dans le cadre de votre métier. Donc, on va vous apprendre à faire tout ça, mais surtout comment aider une personne qui est fragile, qui a des difficultés à parler, à marcher, et comment l'aider. Donc, le contenu de la formation, donc, on va voir d'abord, dans le cadre de votre métier, comment vous comportez. Ensuite, on va parler de l'hygiène et de salubrité, comment prendre soin des gens, comment mobiliser, soulever, accompagner, comment communiquer avec des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ne peuvent pas communiquer. Donc, c'est l'ensemble de contenus aussi, comment faire de la prévention pour éviter les infections. Là, c'est avec Monsieur Dessalines. Et on va parler aussi des premiers soins. Comme je vous l'ai dit, moi, c'est moi qui dispense secours. Et puis, enfin, l'approche de communication, comment être empathique et bienveillante, surtout si la personne est en phase terminale, si la personne a des difficultés d'adaptation. Donc, il faut que vous soyez bien formé pour pouvoir accompagner les personnes vulnérables. Maintenant, quelles sont les qualités qu'on exige chez vous? Je continue à parler parce que je sais que vous êtes au travail, certains parmi vous, et ceux qui n'ont pas d'Internet, qui ne peuvent pas brancher, qui ne peuvent pas ouvrir leur micro, bien leur caméra, je comprends, mais vous devez participer là, ici, là, dans cette partie. Les qualités nécessaires pour un bon ou bien une bonne aide-soignant ou un bon aide-soignant ou bien une bonne aide-soignante. D'après vous, pourquoi vous devriez être empathique et avoir de la compassion envers les personnes qu'on appelle bénéficiaires, envers les personnes, pas uniquement les personnes âgées, mais les personnes qui ont besoin de vous? Pourquoi être empathique et compassionné? Pourquoi vous devez avoir ce genre de qualité? Est-ce que quelqu'un est en mesure de participer maintenant? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Si Monsieur Primitif ou Madame Ténor, si vous êtes en mesure de communiquer là où vous êtes, donc je vous inviterai à participer parce que Monsieur Augustin, lui, c'est un invité comme Monsieur de tout à l'heure l'était. Lui, il est un professionnel déjà sur le marché. Il est là juste pour nous accompagner, mais il n'est pas obligé de rester après cette petite introduction qu'elle a fait sur le cours. Mais vous deux, vous êtes en train d'écouter. C'est vrai que vous m'avez dit que vous étiez au travail, mais j'aimerais que ça soit participatif pour que ceux qui vont arriver après, c'est-à-dire qui vont écouter la formation, puissent se sentir représentés par vous qui avez participé et poser des questions. Sinon, je peux faire un monologue puisque vous m'avez déjà averti que vous étiez au travail. Donc, on va définir pour vous l'empathie et pourquoi vous devriez l'avoir, la patience, le professionnalisme dans toutes vos interventions face aux personnes vulnérables, rigueur et sens d'observation pour détecter les changements d'état, parce que c'est vous qui devriez être les yeux et les oreilles de l'infirmier ou de l'infirmière ou des parents, si vous travaillez à la maison. Parce que si la personne a des problèmes, change de couleur, de peau, etc., vous devriez être en mesure de communiquer de tout changement. Donc, rigueur et sans observation, c'est une qualité. C'est pourquoi, si vous restez dans votre activité, vous ne vous occupez pas de la personne, vous n'allez pas pouvoir détecter les changements d'état
d'une personne qui est vulnérable, qui est alitée ou qui a besoin de votre... on va en discuter. Vous devez être en mesure de travailler en équipe et vous devez avoir une communication claire. Donc, c'est quelqu'un qui peut transmettre une information, parler sans peur, sans crainte, avec respect, communication claire. Quand vous allez et parler d'un changement ou bien encore d'un problème que vous avez remarqué chez la personne dont vous prenez soin. Vous devez être quelqu'un de fiable, discret et quelqu'un qui a un sens d'engagement. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qu'on compte sur lui aujourd'hui et puis demain, il appelle pour dire, ah, moi, je peux pas venir, je laisse tomber, je n'aime pas ce travail. Madame m'avait dit, je suis une négresse. Donc, j'ai changé d'avis. Donc, vous devez être engagé parce que ce sont des gens qui sont le plus souvent, qui ont des caractères, qui ont des difficultés. Vous connaissez déjà les personnes âgées. Eh bien, les personnes âgées qui sont déjà, qui ne sont pas habituées avec des étrangers qui viennent prendre soin d'elles et nous ne sommes pas de la même couleur de peau, souvent ils ont leur attitude. Donc, vous devez comprendre que la personne a des problèmes. Donc, il faut tenir votre engagement par rapport aux soins que vous lui devez sans, sans vraiment prendre au sérieux, prendre de manière personnelle ses remarques. Donc, c'est quelqu'un qui est fiable, discret, parce qu'il y a des secrets professionnels sur sa santé, sur sa vie que vous ne devriez pas partager avec vos collègues. Donc, ces qualités-là, ils sont nécessaires pour que pour devenir un bon aide-soignant. Pourquoi? L'empathie et la compassion, c'est la capacité à comprendre, à partager les émotions des patients. Une personne qui souffre, on n'allait pas dire, pourquoi vous pleurez, vous n'êtes pas un bébé? C'est quoi ça? C'est pas faire preuve de l'empathie. Vous ne démontrez pas de la compassion. Donc, quelqu'un, même si la personne n'a rien, et bien la personne se dit souffrant, eh bien, vous partagez. Ah oui, ça fait mal à combien de degrés? Ah, vous avez des douleurs. Parce il y en a qui se plaignent pour rien. Il y en a qui se plaignent comme des bébés, qui, qui ont besoin de l'attention. C'est juste votre attention, votre empathie que la personne cherche. Donc, vous ne devez pas lui dire, ah non, vous n'avez rien, hein, ça ne fait rien. Non. C'est pas à vous de définir que la personne ne souffre pas. Donc, avoir de l'empathie et de la compassion va vous aider à réagir de manière émotionnelle, à partager aussi ses émotions, même si vous évitez de souffrir, mais vous réagissez de manière positive, compatissante. Bon, ça va démontrer une attitude bienveillante, respectueuse envers la personne vulnérable. Donc, si vous n'avez pas ce sens d'empathie, il faut le travailler. Si vous ne pouvez pas vous exprimer de manière empathique, ce métier-là n'est pas fait pour vous. D'accord? Le deuxième point, c'est la patience et la tolérance. Donc, pour travailler comme un bon aide-soignant, il faut être patient et tolérant. Et donc, c'est une des raisons, moi-même, personnellement, je vous le dis là devant le public qui va écouter cet enregistrement, puisque les étudiants vont l'écouter après. Je ne suis pas une personne qui est trop tolérante. Donc, actuellement, avant, je l'étais, mais je commence à être vieille aussi. J'aurais besoin bientôt d'une préposée pour s'occuper de moi. Donc, j'ai pas été c'est vrai que j'étais trop à l'écoute, j'ai pleuré même avec eux, etc. Et la patience et la tolérance, j'en manquais. Donc, j'ai dit, OK, vous voyez, j'ai pris ça, j'ai pris sur moi, après deux, trois, après, j'ai dit, OK, c'est pas pour moi. Donc, aptitude à intervenir avec calme. Donc, il faut pas perdre votre calme. Parfois, je vais crier dans la toilette. Donc, je dis, mais non, 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 je vais tomber malade comme ça. Donc, aptitude à intervenir avec calme auprès des personnes désorientées, en perte d'autonomie ou souffrant de troubles cognitifs. Donc, c'est un pays où, c'est pourquoi moi-même je vais retourner, je ne sais pas où, mais je vais aller loin de ce pays. Parce que c'est un pays, si on ne fait pas attention, on risque de perdre tout ça. De perdre tout ça parce qu'en hiver, si on a peur de sortir, on va rester à la maison, on devient sédentaire, on peut commencer à avoir des phobies, et puis on va commencer à perdre à avoir des troubles cognitifs, donc on commence à oublier, on commence à, vous voyez, donc on a commencé à avoir peur, etc. C'est un pays où beaucoup de gens sont malades. Même si on les voit dans la rue, mais ils sont malades. D'accord? Donc, si vous n'êtes pas patient, vous n'êtes pas tolérant, vous allez tenir compte de ce qu'ils disent, de leurs remarques négatives, etc. Vous allez avoir des difficultés à travailler avec eux. Savoir gérer des situations difficiles ou répétitives sans perdre son sang-froid. Oui. Il y en a qui vous demandent de l'eau à chaque fois, ou bien qui vous disent que je vais faire pipi, je vais faire pipi. Vous venez de faire pipi. Oui, mais j'ai encore envie de faire pipi.
et vous l'emmenez à la toilette et la personne n'avait même pas envie de faire pipi pour de vrai. Donc, c'est vraiment avoir le sang-froid pour ne pas faire de la colère. Sachez que vous êtes payé pour garder la personne par heure. Donc, essayez de trouver quoi faire pendant l'heure. Et si la personne vous sollicite à chaque fois, elle est payée, elle vous a payé, ou bien le gouvernement, ou bien ses parents vous ont payé pour le faire. Donc, ne pas se dire, ben, là, cette personne-là, moi-même, je ne vais pas l'emmener parce que non, il faut l'accompagner avec patience. C'est une façon de la faire bouger aussi quand vous êtes patient et tolérant. Donc, vous allez voir que c'est amusant. C'est tellement amusant. Moi, j'ai eu beaucoup plus de bonnes expériences que de mauvaises avec, dans le cadre de ce travail. Il y a des journées de travail où souvent je rentre avec bonheur à la maison parce que j'ai contribué au bonheur de quelqu'un. Bonne forme physique. Là, je vous garantis, il faut l'avoir. Donc, parce que vous allez aider une personne qui est en handicap à se déplacer. Parfois, il est dans son fauteuil, la personne est dans son fauteuil, elle ne peut pas se lever pour aller sur son lit. Donc, c'est à vous, s'il n'y a pas de personne, s'il n'y a pas d'équipement, de le transférer. Donc, c'est pourquoi il y a des techniques de transfert pour que vous ne vous blessez pas au dos ou au bras. Donc, parce que vous allez vraiment aider physiquement les gens. Donc, il faut avoir de l'endurance pour pouvoir effectuer cette tâche physique. Quand vous faites la toilette des gens, donc vous déplacez les gens, vous donnez les soins d'hygiène, souvent vous devez vous accroupir, vous devez vous baisser, vous voyez, donc parfois il y en a qui sont lourds. Comme je dis lourd, c'est pas lourd physiquement, vous n'allez pas le soulever comme un bébé. Donc c'est lourd en termes de service. Donc la personne ne peut pas se brosser les dents tout seul, la personne ne peut pas se lever toute seule, donc c'est à vous de l'aider. Donc c'est pourquoi avoir une bonne forme physique est nécessaire pour ce travail. Maintenant, il faut quelqu'un il faut que vous soyez rigoureux et vous ayez le sens de responsabilité. Pourquoi avoir ces deux qualités? Eh bien, quand vous êtes quelqu'un qui a de la rigueur et un sens de responsabilité, eh bien, c'est parce que vous allez respecter les protocoles, surtout en matière d'hygiène. Parce que si vous n'êtes pas rigoureux ou bien rigoureuse, eh bien, vous pouvez, par exemple, après avoir touché la personne, et puis vous allez toucher vos aliments. Ah, mais non, vous n'allez pas respecter les règles d'hygiène. Vous allez non seulement vous contaminer, éventuellement contaminer la personne, et contaminer même vos propres parents ou vos enfants qui sont à la maison. Donc, en ayant de la rigueur, donc vous vous rappelez que l'hygiène, on doit on doit surveiller ses mains, ce qu'on touche. Donc, ne pas partager avec les personnes qui sont déjà vulnérables, votre vos malaises, vous êtes enrhumé, etc. Donc, vous allez respecter les protocoles de soins comme il vous a été enseigné, comme il est indiqué sur votre fiche de tâche. Vous devez aussi démontrer de la vigilance face aux signes cliniques ou aux changements dans l'état des patients. Donc, quand vous êtes comme ça, quand vous avez de la rigueur et un sens de responsabilité, donc quand la personne change d'attitude, de propos, donc vous allez trouver qu'il y a un changement à signaler aux personnes responsables. Donc, si vous êtes négligent, la personne ne vous intéresse pas, c'est juste l'argent que vous venez faire, puis vous faites vos petites heures et puis vous partez. Donc, vous ne faites pas de preuve de rigueur et de sens de responsabilité dans le cadre de votre service, eh bien, vous risquez aussi de perdre votre travail et d'avoir sous les bras des personnes qui sont devenues beaucoup plus graves ou bien qui perdent leur vie. Et vous risquez aussi la prison parce que euh, on va vérifier est-ce que c'est à cause d'une négligence de votre part que la personne a pris soit un poison ou a pris ses médicaments de manière illicite ou etc. Donc, vraiment, que vous ayez un bon sens de responsabilité pour travailler comme proposé, surtout si vous allez travailler à la maison. La personne est seule et puis vous allez l'accompagner. Donc, il faut faire preuve de rigueur. C'est pas une plaisanterie. L'autre bonne qualité que vous devez développer, c'est l'esprit d'équipe. Comment faire l'esprit d'équipe? Eh bien, en collaborant étroitement avec les infirmières, les médecins et autres membres du personnel. Donc, en communiquant clairement et efficacement avec les collègues. Esprit d'équipe, c'est un métier, c'est une qualité importante puisque c'est un domaine où les gens, ils rapportent tout. Quand je dis ils rapportent tout, ça veut dire quoi?
Le fait qu'ils ont été formés et informés qu'ils doivent signaler tout changement, ils prennent l'habitude de signaler même les petits détails que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas signalé, que vous... Donc, c'est comme si vous allez vous dire, quand un bon haïtien, mon ça au Jouda, OK? Ils racontent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi, même si c'est pas important. Donc, le premier problème que vous allez confronter, c'est des ragots. Donc, ceux qui racontent des détails, oui, Sténor, elle a oublié de jeter la culotte. Sténor, elle a oublié d'enlever la petite serviette, la débarbouillette qui était sur le bassin. OK, ben, je l'ai oublié, et tu me le dis, et puis moi je l'enlève. Ou bien tu l'enlèves et puis tu me le dis. Mais pas besoin d'aller raconter ça aux supérieurs. Ils vont les raconter. OK? Ils vont mettre ça comme c'était quelque chose d'officiel, quelque chose de très important. Donc, si vous êtes quelqu'un qui se fâche pour quoi que ce soit, donc vous allez vous fâcher parce que vous allez vous dire, mais non, vous n'allez pas raconter ça, là, ça n'a rien à voir. Donc, il faut pouvoir travailler avec eux, mais comprendre que ce sont des collègues qui n'ont rien contre vous, mais qui ont appris à signaler tout détail. Et aussi, il ne faut pas garder les informations pour vous, il faut partager avec eux, mais les informations qu'il faut partager, c'est-à-dire un changement de la santé de la personne, une rougeur, euh, pas- et c'est ça qu'il faut partager avec le personnel médical. Mais si on vous dit de ne pas en parler aux parents, il ne faut pas communiquer les informations aux parents. Même si la personne vous demande, il faut leur dire d'aller voir les personnes infirmiers ou responsables du centre. Donc, c'est très, très important de comprendre en équipe, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Et si vous êtes victime du raccord, donc il faut aussi communiquer. Il faut aussi communiquer aux responsables pour que vous n'ayez pas de difficulté à prouver que vous n'avez pas tort ou bien, en tout cas. Donc, il faut vous défendre. Il faut juste pas prendre sur vous. Capacité d'adaptation, donc c'est aussi important comme qualité pour faire ce métier. Parce que les horaires sont souvent variables, parfois il y a des urgences et les priorités sont changeantes. Donc, quand vous êtes capable de vous adapter aux besoins spécifiques de chaque bénéficiaire, donc vous ne serez pas écarté sur le marché du travail. Mais si on vous appelle à un horaire, ben, je ne suis pas disponible, on ne va plus vous appeler. Donc, si vous n'êtes pas capable de faire un changement avec un changement d'horaire avec votre collègue, quand vous aurez un problème, le collègue ne voudra pas aussi changer avec vous. Les horaires de travail ici au Québec, ça commence à 7h30. Si vous prenez euh, l'horaire du matin, c'est 7h30 jusqu'à 3h30. Et un autre groupe vient de 3h30 jusqu'à 11h30 du soir. Et un autre groupe de 11h30 jusqu'à 7h30 du matin. Donc, ça relève comme ça. Donc, si vous avez une heure et puis vous l'avez oublié, ou bien vous décidez de ne pas y aller parce que vous étiez fâché hier avec un collègue, maintenant, la personne qui était là de 11h30 du soir jusqu'à 7h30 du matin qui va le lever, qui va le remplacer. Donc, c'est pourquoi vous devez vraiment être capable de vous adapter, mais aussi être responsable parce que les horaires, on compte sur vous. On ne peut pas laisser la patiente ou bien le patient seul. Donc, il faut que quelqu'un vienne. Maintenant, si c'est vous qui êtes là, quelqu'un ne vient pas à une urgence, à un accident ou avait appelé pour le remplacer et puis l'administration a trouvé le message trop tard et vous devez laisser le travail après 8 heures de temps ou après 12 heures de temps parce que souvent c'est des quarts d'heure, on appelle ça des quarts d'heure, des quarts de 12 heures. Donc, et puis on vous appelle, on vous dit, mais la personne ne pourra pas rentrer, malheureusement. Il faudrait rester. Est-ce que vous pouvez rester? Même si on vous demande, est-ce que vous pouvez rester? Parfois, on ne vous laisse pas le choix parce que vous ne pouvez pas partir et laisser la personne toute seule. Vous ne pouvez pas partir s'il n'y a pas de remplacement. Donc, il faut vraiment faire le sacrifice, c'est pourquoi on doit s'adapter. Donc, même si vous avez des enfants le lendemain à aller à l'école, il faut vous arranger parce qu'il est interdit de partir et laisser la personne sans surveillance. Donc, vous êtes pris ou bien vous êtes prise avec le poste parce que la personne qui devait venir vous remplacer ne se présente pas. Eh bien, vous devez vous adapter, rester parce que vous êtes déjà là jusqu'à l'arrivée d'une autre personne. Ça m'est déjà arrivé. Je finis de la nuit, je vais laisser à 7h30. Et moi, quand je suis figée pour laisser à 7h30 parce que j'ai pas dormi toute la nuit, là, je vais rentrer chez moi pour aller dormir.
C'est là qu'on m'a dit, oui, la personne ne vient pas, est-ce que je peux rester jusqu'à 10 heures du matin? Ben, j'avais pas de choix, j'ai dû rester jusqu'à 10 heures du matin. Maintenant, à l'arrivée de deux personnes à 10 heures du matin, ah oui, est-ce que tu peux? Non, désolé, je vais m'en aller parce que là, maintenant, il y a du monde, parce que je dois aller dormir. Vous voyez, donc, c'est important d'être flexible, de ne pas se laisser abuser, parce que c'est un domaine aussi, si vous êtes trop bon, on va vous abuser. Mais il faut avoir du caractère, certes, pour défendre votre intérêt, mais il faut que vous soyez, que vous ayez la capacité de vous adapter, un peu flexible, parce que parfois, il y a des priorités, il y a des urgences que on ne peut pas faire autrement que de vous garder. Je continue puisque je sais que vous êtes déjà pas en mesure de parler, mais j'aimerais ça que ça soit plus interactif. Les qualités nécessaires pour être un bon aide-soignant, on continue à avoir, on avait dit 10 qualités. Eh bien, discrétion et respect de la confidentialité. Ça, là, très, très important. Discrétion. Les personnes âgées, ils ont leur vie. Ils ont leur vie privée. Il y en a qui sont encore sexuellement actives. Donc, si vous voyez qu'ils ont affaire avec soit un jeune ou dès que c'est pas de l'abus sexuel, dès que c'est consentant, dès que la personne a toute sa tête, donc la personne a de la visite, mais la personne a droit à sa vie privée. Il faut fermer sa porte. Il faut frapper avant d'entrer. Il faut pas communiquer, aller faire comme on dit chez nous du zin. Ah là, tu sais qu'elle a la vieille là, elle est en train de baiser. Non, c'est pas votre affaire. Non, elle peut avoir ses relations intimes avec soit son ex, son conjoint ou un ami. Donc, c'est sa vie privée. Et aussi, si elle est malade, si par exemple la personne a une maladie contagieuse ou pas, une maladie grave, il va mourir dans quelques jours, c'est pas à vous d'aller divulguer ça. C'est sa vie privée. Si la personne a aussi a de l'argent, vous montre qu'il a de l'argent, ou bien qu'il a une bonne situation, etc., c'est pas à vous d'aller en profiter. C'est pas à vous d'aller en parler. Donc, comme s'il vous offre quelque chose, vous ne devez pas en prendre. Très important. Donc, on a parlé d'éthique, mais la discrétion, c'est de ne pas divulguer sa situation. On ne sait jamais qui va écouter. Et même si la personne vous dit de ne pas en parler à ses enfants, si j'ai un problème, n'en parlez. C'est sa vie privée. C'est pas un bébé. C'est une personne majeure. Souvent, on prend les personnes âgées pour des bébés. Donc, la personne peut décider à qui elle veut être surveillée ou informée de sa situation. D'accord? Donc, faire preuve de discrétion, c'est aussi ça. Bonne communication. Donc, en tant que préposé, là, je vous dis, c'est très, très important de savoir écouter. Il faut écouter la personne. Il faut lui parler, mais il faut que la personne puisse aussi s'exprimer, l'inciter à s'exprimer. Savoir transmettre des informations pertinentes à l'équipe soignante. Donc, quand il y a un problème, il faut pouvoir communiquer. C'est pourquoi vous devez parler la langue, le français. C'est pourquoi on exige actuellement que la personne qui travaille là ne peut pas, ne pas pouvoir parler la langue d'ici, français ou anglais. Il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent français. Donc, si vous êtes capable de parler les deux langues, vous êtes attendu ici parce qu'ils ont besoin des gens qui parlent les deux langues. Donc, bonne communication, c'est pas uniquement savoir parler, mais c'est savoir transmettre les informations pertinentes. C'est-à-dire, je ne vais pas dire à la personne, ah, ok, j'ai vu le médecin, ah, aujourd'hui, elle a bien mangé. Mais est-ce que c'est pertinent? Ça dépend. Si la personne avait des problèmes d'appétit, la personne ne pouvait pas manger, etc., là, je peux dire, OK, aujourd'hui, elle a mangé moitié de la nourriture, elle a mangé toute sa nourriture, elle a mangé toute sa portion. Elle a bu. Donc, ça, c'est pertinent. Mais si juste pour informer, ah oui, aujourd'hui, elle a mangé beaucoup. Beaucoup, ça veut dire quoi? Donc, je dois pouvoir bien communiquer les informations. Donc, c'est important parce que si l'information va être utilisée pour comparer la situation de la personne, son progrès par rapport à sa situation antécédente, donc la situation devient, la communication, bien l'information devient pertinente. Mais si c'est juste pour dire, à cette personne elle est gourmande, ça, c'est pas pertinent. OK? Donc, il faut vraiment comprendre c'est quoi communiquer et c'est surtout donner des informations utiles qu'on peut utiliser dans le cadre de la prise de décision pour aider la personne. Maintenant, communiquer avec la personne qui est bénéficiaire des soins. Donc, c'est aussi
écoutez, regardez ses lèvres, quel plus aussi vous regardez vos lèvres. Donc, on va apprendre tout ça. Vous allez apprendre à faire ça. C'est pas inné, c'est pas quelque chose. Il y a des gens qui sont bons en communication dès leur pas la naissance là, dès qu'ils sont à un âge de communiquer. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas le faire. Donc, vous allez, il y a des cours, mais dans le cadre de cette formation, vous allez voir des vidéos, comment interagir avec les personnes, surtout qui ne peuvent pas parler, qui ont du mal à s'exprimer, qui ont de la surdité, qui n'écoutent, qui ont perdu leur sens d'écoute ou bien leur sens de, de- de- d'audition, ne peuvent pas écouter, qui sont sourds. Donc, vous allez apprendre à communiquer avec ces gens, des personnes qui y sont tactiles ou qui ne le sont pas, qui n'aiment pas qu'on les touche. Donc, vous allez apprendre à vous adresser à chaque type de personne dans le cadre de ce programme. On va travailler ça avec vous. C'est vrai que chaque qualité ici, on va apprendre à le développer avec des vidéos, avec de la lecture, avec des exercices, avec des études de cas, avec des informations. Vous allez aussi faire des recherches, des devoirs, etc. Et puis enfin, les deux dernières qualités que vous devriez, ben, c'est pas exhaustif. Vous allez encore trouver d'autres qualités nécessaires. Donc, les dernières qualités que vous devrez, et que je vais projeter ici, que vous devrez faire preuve dans le cadre de votre formation, vous allez apprendre à cultiver avec les patients, avec les bénéficiaires dans le cadre de votre travail, se résume en ponctualité et fiabilité. Donc, on a vu une partie, la fiabilité, mais on va développer plus la ponctualité, euh, euh, la fiabilité et la ponctualité, engagement et vocation. Donc, on va développer ça et vous allez apprendre à cultiver aussi ces éléments importants dans votre métier. Donc, la ponctualité, comme vous le savez, c'est le respect de l'horaire. On dit souvent être à l'heure, être avant l'heure. Comment on dit? Je ne vous même pas ce qu'on dit parce que je suis la seule à parler, de faire mon monologue, là. Donc, la ponctualité et la fiabilité, donc respect des horaires et des engagements, présence constante et assiduité au travail. Donc, on dit que après l'heure n'est plus l'heure, avant l'heure n'est pas l'heure, l'heure c'est l'heure. Donc, la ponctualité et la fiabilité. Donc, quand on sait que vous devez arriver vous devez commencer le travail à 7h30 du matin, il faut arriver à 7h15 au moins. Pourquoi? Parce que c'est un pays où vous devez vous habiller d'une façon différente. Vous allez sur le travail, vous devez porter votre uniforme. Donc, vous ne devez pas circuler avec l'uniforme dans la rue, etc. Donc, peut-être que vous allez porter une petite veste si c'est pas en hiver, ou bien votre manteau si c'est en hiver, eh bien, vous devez d'abord passer, vous changer, à mettre votre uniforme, ou bien enlever ce que vous aviez mis sur votre uniforme et les mettre dans votre casier. Maintenant, ça prend du temps. Vous devez vous laver les mains, vous devez signer. C'est pas dans les 7h30. Là, le 7h30, c'est l'heure d'arriver sur le plateau, mais d'arriver dans la maison. Donc, si vous allez arriver à 7h30, donc à quel moment vous allez vous changer, vous allez laver vos mains, vous allez enlever vos bottes, et changer, etc. Et puis monter l'escalier. Et puis, il faut pas arriver en 15 minutes à l'avance pour pouvoir prendre le rapport de la personne qui va vous remplacer. Donc, la personne doit partir à 7h30, elle. Elle va pas partir à 7h45. Donc, c'est dans 7h, c'est 7h30 là qu'elle va vous transmettre le rapport. Donc, si vous devez prendre le rapport, elle va partir à 7h30, donc vous devez arriver un peu plus tôt, non seulement pour vous changer, mais également pour prendre son rapport. Ou bien prendre le rapport, ou bien les instructions de l'infirmière, si c'est dans un CHSLD ou dans une résidence pour personnes âgées. Si c'est à la maison, donc la personne que vous venez lever, c'est-à-dire votre cas va commencer et elle, son cas va terminer. Donc, vous devez lui donner 10 15 minutes à l'avance pour qu'il puisse vous informer. Donc, quelqu'un qui a rendez-vous à 7h30 pour commencer devrait arriver à 7h parce que c'est le temps d'aller vous changer, de laver vos mains, de mettre vos bottes, et puis de monter, prendre le rapport, et puis vous allez maintenant commencer les tâches, préparer les personnes pour aller prendre le petit déjeuner, etc., etc. Et la personne qui était là avant vous avait déjà commencé et vous allez continuer.
Donc, c'est important d'être ponctuel et d'arriver même avant l'heure. La présence constante et assidue au travail, c'est le respect de votre horaire. Donc, si on vous donne un horaire, vous avez accepté l'horaire, c'est pas le moment, à moins qu'il y ait une urgence, d'appeler pour dire, OK, j'ai trouvé mieux ailleurs, je peux pas venir. Donc, c'est la fiabilité. Engagement et vocation. Ça, là, comme je l'ai dit, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde parce que si vous n'avez pas la vocation d'aider, d'aimer les gens, d'être empathique avec les gens, si c'est seulement l'argent qui vous motive, c'est sûr que c'est pas pour vous. Donc, engagement et vocation, c'est la motivation, avoir la motivation profonde à servir et aider les autres. Donc, si vous n'êtes pas fait pour ce métier, vous n'allez pas, c'est vrai que si vous êtes déjà dans le domaine de la santé, c'est que vous avez de la vocation, mais ce sera différent parce que si vous êtes médecin, ou bien si vous êtes déjà infirmier, donc vous avez un certain statut. Je connais des infirmiers, des infirmières qui ont laissé leur métier d'infirmière pour choisir de travailler uniquement comme préposé parce que c'est plus humain. Actuellement, les infirmiers, c'est plus des affaires administratives, les tâches. Parfois, ils passent donner les pilules, ils passent faire une évaluation comment est la personne sur le rapport du préposé au bénéficiaire. L'infirmière peut passer regarder est-ce que la personne se porte bien, est-ce que la personne a vomi, est-ce que la personne a une rougeole, c'est ça seulement. Et puis la personne ne prend pas soin vraiment, affectivement, et ne donne pas ce genre de soins. Il y en a qui aiment ça, servir les personnes, s'engager en conversation, comprendre l'environnement de la personne, lui donner à manger, etc., l'aider. Il y en a qui aiment ça. Donc, ils se sentent engagés. C'est pour eux, c'est une vocation. Ils préfèrent faire ça au lieu de travailler comme infirmière. C'est pourquoi actuellement, propose aux bénéficiaires gagnent plus de 25 à 27 dollars par heure. Le gouvernement leur donne 27 dollars plus. Il y en a qui gagnent plus que 30 dollars parce qu'ils sont en déplacement, qui vont dans les zones reculées. Mais comme c'est ainsi aussi qu'il y en a qui travaillent à la capitale, à dire à la capitale, mais dans une grande ville comme Laval ou autre, qui commencent un peu plus bas. Moi, mes étudiants, j'ai eu l'une d'entre elles qui a commencé à 21 dollars. Actuellement, elle n'était même pas infirmière, elle était psychologue dans son pays. Mais j'ai une qui était infirmière pendant des années. Elle me dit que c'est seulement, je crois qu'on lui donne 17 dollars et puis plus 3 dollars. Donc, c'est à peu près 20 dollars. Mais elle marche pour aller au travail, c'est tout proche de chez elle. Mais si elle a voulu laisser pour aller plus loin, elle pourrait gagner mieux ici au Québec. Donc, ça paye. Ça paye, comme je l'ai dit. Contrairement à un comptable, un jeune comptable ou une jeune secrétaire qui pourrait peut-être commencer à 16 18 dollars, mais vous commencez déjà à 20. Moi-même, j'ai commencé à 23 dollars, alors que j'avais pris une formation de 3 mois avec le gouvernement. Je ne pouvais même pas travailler à l'hôpital, je ne pouvais pas travailler, je pouvais seulement travailler dans la CCA-CSLD, c'est pour personne aînée parce que je n'ai pas appris à donner les médicaments. Je l'ai appris ici avec ces formateurs, avec M. Dessalines, mais il faut une formation quand même sur le tas pour qu'on puisse donner les médicaments pour éviter les erreurs. Donc, dans les centres CHSLD, c'est uniquement les infirmières, les auxiliaires infirmières qui donnent les médicaments aux patients. Donc, quand vous avez de l'engagement là et vous vous sentez motivé et vous sentez que c'est votre vocation d'aider et de servir les gens, donc vous allez avoir la passion pour le bien-être des personnes âgées ou les personnes en perte d'autonomie, ou si vous choisissez de servir les enfants vulnérables, des enfants autistes, des enfants qui ont des besoins particuliers. C'est ça, votre vocation. Vous allez vous sentir motivé, vous allez vous sentir vraiment apporter plus d'intérêt parce que vous allez vous sentir vraiment engagé à aider, à servir. Donc voilà tout ce que vous avez besoin pour devenir un bon préposé. Maintenant, comment vous préparer pour tout ça? Comment devenir un bon aide-soignant? C'est ça le but du module 1. Donc vous avez reçu le document, donc vous avez reçu le livre, et c'est ça qu'on va faire. Malheureusement, je dirais, est-ce que c'est malheureusement? Ben, malheureusement, pour qu'on puisse faire ça, ce sont des devoirs, des exercices et vous n'êtes pas en mesure de le faire puisque vous êtes pas au travail. Donc, je vais arrêter là aujourd'hui puisque le module 1, c'est interactif. Ce sont des activités, ce sont des échanges que vous devez remplir, que vous devez partager avec nous. Donc, vous n'êtes pas en mesure de le faire aujourd'hui. Ténor et Primitive qui sont là et les autres. euh, donc, on va reprendre, on va partager ça avec vous. Et puis vous, vous allez inscrire vos exercices dans le cours, dans le livre et partager
cela avec moi, puisque, comme je vous dis, euh, c'est à vous je vous ai envoyé la synthèse, vous allez lire le livre et vous allez faire des recherches, vous allez faire des recherches sur Internet pour répondre à chaque question ici. Vous allez comprendre ce que c'est que le CHSLD. Je vous ai parlé de la rémunération, vous allez inclure ça, le cadre légal ici, les habilités recherchées, donc c'est tout ça. Donc, je fais le résumé pour vous. Donc, c'est vous qui allez aussi faire des recherches, je parlais des horaires, etc. Donc, vous allez aussi regarder et puis voir vous-même, vous-même, qu'est-ce que, quel horaire qui vous serait le mieux. Est-ce que vous serez flexible à choisir n'importe quel horaire? Donc, c'est vous qui allez remplir ça et comme si vous étiez déjà en train de chercher du travail. Maintenant, est-ce que vous avez relevé des risques? Est-ce que vous pouvez chercher, d'après vous, quels sont les risques du métier? Alors, c'est vous qui allez remplir ça pour nous, les critères d'évaluation. Quels sont les comportements professionnels et leur importance? Donc, vous allez agrémenter le cours que j'ai fait, les droits et les responsabilités des travailleurs. Donc, vous avez reçu les documents et vous allez lire et partager avec nous ou même vous pouvez faire des recherches. Donc ça, c'est ça que j'ai partagé ça avec vous. OK? Donc maintenant, il y a la réception de la formation par rapport aux exigences du métier. Sélectionnez 4 compétences du programme d'études et expliquez pourquoi. Donc, vous aurez surtout ceux qui sont au cours, ceux qui sont déjà infirmiers. Donc, je partage avec vous la liste. Alors, dans le document que j'ai partagé avec vous, donc vous avez, est-ce que j'avais départagé mon écran? Est-ce que mon écran est encore partagé? Ah, je pense que j'ai départagé mon écran, hein. Ah, je suis en train de vous montrer quelque chose et puis mon écran était départagé. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai partagé avec vous, ce que j'attends que vous faites dans le cadre de votre formation. Donc, c'est de remplir cette synthèse-là, mais en faisant des recherches. Donc, vous avez 15 jours pour le faire. Donc, vous allez remplir tout ça, le travail dans un CSLD. Vous allez aussi parler des autres, les tâches. Vous allez faire dans le document, vous avez ça. Dans la présentation que je viens de vous faire, vous avez ça. Et vous avez aussi fait des recherches. Vous allez aussi faire des recherches. Donc, vous avez 15 jours pour remplir ça. Et vous allez choisir 4 autres compétences. Par exemple, prenons une compétence qui est le secourisme, par exemple, un CRDEA. Comment réanimer la personne avec le défibrillateur. Pourquoi cette compétence est importante dans le cadre de la formation du proposé aux bénéficiaires. Vous allez choisir une autre, par exemple, comment vous dire que en disant les a vécu ou bien je ne sais pas, n'importe quel, disons, je vais aller prendre les compétences. Je vais aller prendre pour vous les compétences du cours et puis vous allez remplir ce document et nous dire, aïe, 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 dans quel sens, pourquoi vous pensez que c'est important dans le cadre de votre cours. Donc, c'est ici. 53-58. Donc, il y a l'ensemble de... Encore partager mon écran. OK. Pourquoi c'est ça qui apparaît à chaque fois? Attendez. Mhm. Oui. OK. Donc, je pense que ça va mieux maintenant. OK. Dans le cadre de ce cours-là, par exemple, là, nous sommes dans la première module. Alors, le premier module, la première compétence. Et donc, j'arrive pas à ouvrir le livre. OK. OK. Donc, si on choisit, par exemple, si on va à la page ici qui parle du programme, donc on va avoir besoin de la clientèle à tête de la maladie. On va avoir soins liés aux activités de la vie courante. Donc, surtout la compétence 7 que vous allez voir. Compétence 1, compétence 7, compétence 12, médicaments et soins invasifs d'assistance. Donc, vous devez choisir 4, vous avez dans la liste, dans le livre la liste, vous devez choisir 4
compétences ici dans la liste qui sont importantes, qui sont importantes pour vous. Donc, cette compétence-là, ce sont les livres qu'on appelle compétences, d'accord? Donc, cette compétence-là, pourquoi est-elle importante? Donc, vous devez remplir ça. Pourquoi vous pensez que cette compétence-là est importante? Donc, maintenant, ici, présentation des habilités personnelles. Donc, une habilité, c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous devez vous-même développer comme personne pour pouvoir devenir un bon préposé aux bénéficiaires. Donc, c'est là que vous devez remplir ça. Quels sont, quels sont les aspects de votre personnalité que vous devez travailler, quelles sont les compétences à acquérir pour pouvoir devenir une bonne préposée aux bénéficiaires. Et puis, voilà. Autant c'est assez long, mais vous avez 15 jours pour le faire. Et puis après, je vais partager avec vous aussi des vidéos, des documents tout au long de la semaine pour que vous puissiez préparer le devoir. Donc, je sais que vous avez des horaires un peu difficiles parce que vous êtes déjà, surtout ceux qui sont dans le domaine de la santé, vous êtes déjà au travail et vous voulez prendre cette formation pour pas faire sur votre compétence pour devenir proposeur bénéficiaire. Vous arrivez si vous arrivez au Québec ou au Canada, serez en mesure de trouver du travail, mais vous devez aussi accorder de l'heure parce que l'ensemble de la formation devrait être 870 heures, hein. Donc, si vous passez la moitié du temps à faire vos devoirs, donc c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Et les vidéos qu'on va vous partager, vous devez aussi les compter comme dans les heures de formation. Chaque compétence ici a une durée. Par exemple, quand on prend la compétence 7, c'est plus de 120 heures, mais la majorité des heures, c'est vous qui allez les faire avec les devoirs que vous allez faire. Comme je l'ai dit, quand vous faites vos devoirs, on les voit. Prenons par exemple quelqu'un qui fait ses devoirs. Je vais aller choisir la compétence 7, qui est une compétence importante, obligatoire pour tout le monde qui prend le cours d'aide-soignant, bien aux bénéficiaires. Donc, tous ceux qui ont fait les devoirs ici, on les voit ici. Et puis, par exemple, si je vais décider de choisir quelqu'un, je pense que Cécile, elle est en stage actuellement, elle est arrivée à trouver plusieurs stages en un seul cours, hein. Donc, moi, je vous donne un stage à Saint-Eustache, mais si la personne ne peut pas aller à Saint-Eustache, arrive à trouver un espace. Donc, vous voyez, donc quand elle fait ses devoirs, ça c'est son livre. Quand elle fait son devoir, moi je les vois. OK? Donc, quand elle achète, on achète le livre, elle a son code, et puis quand elle écrit dans son livre, je peux voir jusqu'où elle est arrivée dans le cadre de sa formation. Donc, ça, c'est une plateforme assez intéressante qui nous permet vraiment de dispenser le cours de manière pratique, puisque la personne qui suit le cours a écrit dans son livre et nous, on peut voir, on peut voir, on peut voir si la personne utilise le livre. Et c'est très, très pratique. Regardez, il y a les images, il y a les explications. Et quand la personne répond aux questions, et nous pouvons vérifier et aller vérifier si la personne a bien fait son livre, a bien fait ses devoirs. Et à la fin, on va lui demander de faire son auto-évaluation. Et puis, il y a une synthèse à faire, et puis on va considérer ça comme l'examen. Et enfin, avant que la personne, après son stage, on va encore lui passer les examens en présentiel ici sur le Zoom, puis la personne pourra obtenir son diplôme ou bien son certificat. Donc, voilà. Je sais que c'était un peu intense, surtout pour ceux qui travaillent. Je vais vous laisser ici. Si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de remarques, si vous n'êtes pas en mesure de parler, je peux comprendre. Et je vais partager la vidéo avec vous pour que vous puissiez profiter de tout ce qu'on a dit, euh, et que les autres qui sont absents puissent en profiter également. C'est correct? Bien, passez une bonne fin de journée. Et puis, on va se revoir dans une quinzaine de jours. Et puis, je partagerai aussi avec vous les vidéos relatives au comportement d'un préposé bénéficiaire tel qu'il est exigé ici au Canada. Hello. Oui, Cassandra?
Oui, j'écoute. Donc, vous avez des heures pour choisir. On Attends, dirait qu'il y attends. a un petit Tu retard reprends? dans la conversation. Peux-tu reprendre parce qu'il y a un retard, je n'ai pas bien écouté, oui. Vas-y. Peux-tu reprendre? Le son était mauvais. Donc, vous Allô? avez parlé qu'on peut choisir l'horaire, tout ça. Alors, vous avez mentionné. Allô? Ah oui, 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 attends, je vais départager, je vais seulement arrêter le, la vidéo parce que je suis en train d'enregistrer. Donc après, on va parler de l'horaire. On va voir comment on peut changer l'horaire. Parce que les étudiants de l'Afrique, là, ils ont terminé. Donc, on va plus avoir l'obligation d'adapter l'horaire en fonction de leur disponibilité, en fonction de leur horaire, de leur chez eux. Parce qu'actuellement, il fait noir chez eux, il est déjà soir chez eux. Donc, OK, donc on se reprend et puis je vais partager la vidéo avec vous et vous attends la prochaine, pour la prochaine session. Alors, pour le prochain cours.